Bienvenue sur CréaGeek. Aujourd'hui, je suis allé à la rencontre de Clémentine Guivarch. Elle va nous expliquer son parcours, ses envies, sa passion pour son métier, ses univers très colorés, mais également son rythme de vie, son avis sur l'IA et encore plein d'autres sujets. Je vous laisse avec elle, avec nous, et je vous dis à très vite. Bonjour Clémentine, comment tu vas? Salut Olivier. Bah écoute, ça va bien. Bon, super. Est-ce que tu as déjà participé à un podcast? Euh, Pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours. Génial. Voilà. Ok. C'était mon premier. Ah, Mais après, j'ai déjà fait des lives. oui, Voilà, je suis sur YouTube pour ouais, Adobe ou d'accord. d'autres interviews. Ok, bon, bah donc tu es plutôt à l'aise avec le micro, il n'y a pas de souci. Oui, j'oublie de toute façon le micro et je considère qu'on juste on discute. Mais c'est exactement ça, c'est exactement ce qui va se passer en tout cas. Donc bah moi je suis ravi de te recevoir donc aujourd'hui pour ce podcast. Je me suis déplacé, c'est mon premier podcast hors de chez moi, donc sorti de la zone de confort, on va voir ce que ça donne. Et j'ai envie de commencer un peu comme je commence avec tous les invités, on va parler de ton parcours. Est-ce que tu as eu un parcours classique? Est-ce que tu en es venu très vite à la créativité, la création? Voilà, écoute, n'hésite pas à revenir bien en arrière. Tu sais, j'ai commencé à 5 ans avec mes crayons et voilà. N'hésite pas, mais surtout, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu en es venu à ce que tu es devenu maintenant. Euh, oui, alors déjà merci. Je suis super contente qu'on prenne un temps pour discuter de ça. Il y a quelque chose que je pense, enfin par honnêteté, il faut le dire, parce qu'on ne part pas tous avec le même bagage dans la vie, Oui, le même contexte. Et mes parents sont des créatifs. Donc même s'ils ne m'ont pas dit quoi faire ou quoi, c'est vrai que baigner dans un environnement où il y a des livres, de quoi créer. Enfin, voilà, c'est quand même un environnement qui favorise. Et donc, j'ai toujours dessiné, toujours aimé les histoires, toujours créé pour moi. Fait des petites bandes dessinées au collège où je racontais l'histoire de mes amis. Voilà. je crois que beaucoup l'ont fait, hein. Moi, j'ai fait des bandes C'est dessinées. ça. Ouais. Quand on Donc, retombe dessus, d'ailleurs, ça fait drôle, hein. ouais, mais j'aime bien parce que des fois, on voit forcément ce qu'on a gagné, Ouais. techniquement, il n'y a pas à dire, mais aussi ce qu'on a perdu. Oui, c'est Ouais, vrai. en termes de spontanéité, ou des fois je retombe sur des trucs où au final, tout n'est pas à jeter et j'ai une espèce de tendresse, un petit peu une petite nostalgie, voilà, Petit quand côté je les Madeleine de retrouve. Proust quand Oui, tu vois les trucs. Ouais, je c'est comprends. ça. Je comprends. Mhm. J'ai retrouvé des BD à moi aussi. J'ai fait oulala, quand même. Mais il y avait un petit quelque chose. On les garde par affection, certainement. C'est ça. Et puis ensuite, moi j'étais un peu un profil bon élève et timide, donc j'ai avancé dans les études sans spécialement projeter de faire de la créa mon métier. D'accord. Après le bac, voilà, je suis allée à la fac faire de l'anglais parce que ça peut toujours servir et parce que j'étais pas trop mauvaise, voilà, mais ça m'a un petit peu barbée. Et donc j'ai eu un petit dégoût, je sais pas, des études, une petite errance. Et ensuite je me suis dit bon, je vais m'offrir des études sur un sujet qui me plaît. Donc j'ai pris un crédit Ok. et j'ai fait une école de bande dessinée et d'illustration en 2 ans. Et j'ai adoré, vraiment, ouais, c'était super. Et je me suis Excellent. prêtée au jeu, j'ai pris ça très au sérieux. Et ensuite, ouais, voilà, depuis... Enfin, c'est marrant parce que c'était à moitié intentionnel. C'était... Ouais. Ouais. T'avais envie de tester, t'avais envie de te lancer ou Oui, en fait, j'ai pris les choses à l'envers. Peut-être que après les études, faire le choix de la raison en premier, j'étais pas sûre que c'était forcément la meilleure marche à suivre. Et je me suis dit, allez, vas-y, je vais apprendre quelque chose qui me plaît et essayer de voir ce que ça donne et d'en faire quelque chose. Voilà. D'accord, ok. Alors, encore un parcours différent des autres. C'est ça qui est juste magique, c'est que chacun a vraiment son parcours. Et oui, la voix de la raison, je l'entends souvent, parce que moi, la voix de la raison, c'est pareil. Tu vois, tu fais des études, tu dis, bon, vraiment vivre de l'art, bon, ça peut être très compliqué, quoi. Après, tu as eu un environnement créatif, donc peut-être que Oui. ça a été plus simple. Justement, en fait, je pense que j'ai vu ce que ça donnait au quotidien. Oui. D'avoir des parents artistes et pendant un temps aussi freelance. Oui. Donc je pense que ça m'a fait une espèce un peu de formation. J'ai pu voir en fait ce que La ça vraie donnait vie. dans la vie en fait, voilà. Et donc tous les aspects
très positifs et aussi les aspects plus compliqués. Et au final, je me retrouve à avoir... la pomme n'a pas roulé très loin du pommier. Je me retrouve à faire quelque chose qui ressemble, même si je ne fais pas la même chose qu'eux. D'accord. Mais en tout cas, par contre, il y a quelque chose qu'il faut dire, c'est que j'ai toujours eu le soutien de mes proches. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui peut faire une vraie différence. Oui. Et j'aurais tendance à dire, par exemple, pour des personnes qui ne sont pas bien entourées, qui n'ont pas un entourage compréhensif, de trouver un petit peu son équipe ou sa famille professionnelle ou créative pour se donner du jus, parce que sinon, je pense que ça peut être très dur de ne pas être soutenu par ses proches. Ouais, en effet, ça peut être clairement compliqué. Alors, du coup, il y a une question que j'aime bien aussi poser, c'est, du coup, tu as presque répondu, mais généralement, je demande, est-ce que tu as eu du mal à le faire accepter parmi tes proches, parmi ta famille? Donc toi, pour le coup, apparemment, ils l'ont pas bien accepté, ils l'ont accepté, ça a été... Parce que tu peux très bien avoir des parents créatifs, mais finalement qui se disent, nous, ça a été compliqué, on n'a peut-être pas envie qu'elle fasse ça. En fait, je ne l'ai pas spécialement conscientisé sur le moment ou quoi, mais aujourd'hui, je me rends compte qu'ils m'ont soutenu globalement dans ce que j'avais envie de faire. D'accord. Voilà. Ok. Bon, merci ça c'est très cool. À eux. Oui. D'ailleurs, oui, bien sûr. SAV d'enfants, papa, maman, merci pour votre soutien. Écoute, tu pourras leur donner le lien du podcast. Oui. Et puis voilà, comme ça, ils t'entendront le dire. Du coup, toi, tu es plutôt donc, dans l'illustration. Pour ceux qui ne te connaissent pas, donc, tu fais de l'illustration. J'ai vu que tu fais plein de choses. Oui. Comme beaucoup de créatifs, tu fais de l'illustration, tu donnes des cours également. On va y revenir. Ouais. Mais de manière globale, quelle est pour toi une journée créative type? Est-ce que c'est... Alors, tu sais, il y en a, c'est genre, je procrastine jusqu'à 20h et de 20h à 2h du mat, je travaille à fond. Ou alors pas du tout, tu es plutôt régulière dans la créativité. Alors, on sait que la créativité n'est pas toujours régulière, surtout d'un point de vue de l'inspiration, mais voilà. Est-ce que journée créative type, pour toi, ce serait quoi? Alors, je vais commencer par dire ce que je fais, en fait, parce que je n'ai pas dit. Exactement, depuis, tu as complètement raison. Décris d'abord ce que tu fais. Oui. Alors, je fais de l'illustration jeunesse, principalement. Donc, je travaille pour des maisons d'édition. Et j'ai un profil un peu illustratrice de commande. Donc, les éditeurs viennent me voir et me proposent de travailler sur un projet qu'ils ont déjà un petit peu... ils arrivent avec un brief. Et... voilà, on me dit, est-ce que tu peux faire des autocollants dinosaures pour dans 3 semaines, des cahiers de mathématiques, voilà. Et puis moi, je réponds à la demande. D'accord. Donc j'ai un profil un peu artisane, je pense, de l'illustration. Et à côté, effectivement, je fais plein d'autres choses peut-être qu'on va développer. J'ai des clients qui ne sont pas que dans l'édition. D'accord. Et je donne des cours dans le supérieur, dans des écoles d'animation et de jeux vidéo. Alors, une journée type. Ouais, exactement. Déjà, je me lève le matin et généralement, je suis contente de me lever le matin. Mais c'est rare, tu fais bien de le préciser. Il y a beaucoup de personnes pour qui c'est pas la joie de se lever le matin. Donc, je vais à pied à mon atelier. Donc, je suis en atelier avec d'autres créatifs et je tiens absolument à le faire à pied parce que ça m'aère un petit peu la tête, ça me met en route et qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, sauf vraiment temps qu'on va classer dans temps pourri, je le fais à pied et ça c'est un peu indispensable. D'accord. D'ailleurs. Et des fois je vais boire un café en terrasse avec un bouquin aussi. J'essaie d'avoir un petit temps pour moi c'est un peu un baromètre de mon état d'être. Bref. Et donc après je vais à l'atelier et je prends mon petit déjeuner sur place. Je me mets en route en fait là-bas. D'accord. Je me mets en route, j'allume mon ordi, je regarde mes mails et après je m'y mets et je fais des journées un petit peu structurées comme des journées classiques de travail. Oui. Je fais vraiment du 9h-18h ou 9h30, 19h30. Enfin, je fais des bonnes grosses journées. D'accord. Avec la pause déj à heure fixe. Voilà. Je sais que... moi, j'ai pris une place en atelier justement pour m'apporter du cadre. Parce que si je bossais chez moi, je pense qu'il y aurait une porosité entre le pro, le perso. Là, sortir de chez soi, aller bosser, avoir une petite pause café, manger à heure fixe avec les collègues, c'est quelque chose dont j'ai besoin. Enfin, je me connais bien et je sais que j'ai besoin de ça. Et puis, après, au niveau de la créativité, dans la journée, généralement, j'ai une organisation un peu souple.
mi-organisée, mi-pas trop, où en fait je sais à peu près ce que je dois faire. Ouais. En fait, j'ai une espèce dans ma tête une sorte de ligne d'horizon. Je sais ce qui est plus ou moins urgent ou important, et je commence selon ces critères-là, mais aussi selon mon énergie du moment. Par exemple, le matin, je sais que c'est le moment pour... Si je dois écrire, c'est le matin. Si je rate le train de l'écriture du matin, c'est pour le lendemain. C'est sûr, ça va pas venir dans l'après-midi. Ok, il n'y a pas de... D'accord, ok. Voilà, parce que tu te connais aussi. Oui, je me connais, Ouais. et puis je sais que j'ai une disponibilité mentale le matin pour des choses peut-être un petit peu plus, je sais pas, engageantes en termes de concentration. L'après-midi, en fait, je vois un peu la journée comme... c'est du surf. Okay. Il y a des vagues, et des fois, je fais la planche, ou je prends un rouleau, ou tu vois ce que je veux dire ? Je vois très bien ce que tu veux dire. Et il n'y a pas 2 jours pareils. Ouais. Donc, mais en même temps, je connais un petit peu, voilà, je sais que des fois, il faut que je prenne une pause, qu'il faut que je me mette en mode tunnel. Voilà, je sais pas si ça fait sens ce que je raconte. Ah non, mais clairement, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, du fait que finalement tu as une structure à côté, cet atelier, ça te permet, un peu comme si tu allais au bureau, comme tu l'as dit, hein, et ça t'aide à structurer le truc. Je comprends très bien ça, parce que en tant que freelance, c'est vrai qu'on pourrait tendance à se dire, je vais commencer à 5h ce matin parce que je suis réveillé, puis je vais finir à 2h du matin. Là, toi, du coup, c'est pas du tout le cas. Alors, ça cogite sûrement, et tu es vraiment sur des horaires Alors, oui. structurés. Oui, et à la fois, des fois, enfin, il y a ces horaires structurés, mais parfois, il y a une marge de liberté. De 18%. C'est précis, attention. Alors, donc le mot du jour, ce sera soyez précis. Soyez précis. Non, parfois, si je tombe du lit, je vais plutôt à l'atelier, voilà. Ouais. Ou si... ça m'arrive, par exemple, je sais souvent qu'en fin de journée, je peux avoir une espèce de petit passage à vide, où soit c'est le début de la fin de la journée, soit ça va me relancer derrière, et je peux remonter dans une espèce de pic d'énergie créative, et me retrouver à enquiller un petit peu sur le soir. Parfois, donc pas méga sain sur le papier, mais ça peut m'arriver de travailler un peu le week-end. Mais par contre, ce que je fais un peu plus régulièrement, c'est que ça peut m'arriver aussi de faire sauter une demi-journée comme ça en plein milieu de la semaine. Voilà, et de pas spécialement prévenir. Et ça va, tout roule. Mais c'est super d'avoir cette souplesse-là, tant mieux. Oui, avec une petite satisfaction de me dire c'est mardi et je devrais être au boulot, et en fait non. Je n'y suis pas. Voilà. Et ça, parce qu'il y a un moment où aussi il faut profiter du fait d'être freelance, si je peux. Ouais. Je vois que je tombe un peu dans les travers des fois d'être du côté freelance, mais j'essaye d'aussi profiter. Travailler d'ailleurs, si je peux, ça peut être pas mal. Faire sauter une demi-journée. Ça fait partie des avantages d'être freelance. Oui, d'accord. Et tu en profites, tu as bien raison. Est-ce que tu as plutôt tendance à travailler en musique, ou tu es plutôt dans l'isolation Moi, je sais que, perso, je mets toujours un peu de musique, ou alors j'ai un casque qui va me couper, mais j'ai besoin d'avoir une certaine bulle. Donc, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, donc c'est pour ça que j'aime bien demander à chaque fois. C'est une bonne question. Moi, c'est musique, à fond. Ouais. Enfin, pas à fond au niveau sonore, hein. Mais ça m'accompagne vraiment toute la journée. Je pense que j'écoute facilement 5-6 heures de musique par jour. Ouais. Peut-être qu'un rendez-vous chez l'ORL, oui, bref, pourrait être pas mal à un moment. À vérifier, voilà. À vérifier. Dans la to-do list à checker. Exactement. Mais en fait, un peu de la même manière, j'écoute de la musique un peu selon justement mes vagues d'énergie comme ça. Un petit peu... Voilà, ça m'accompagne vraiment toute la journée, et j'écoute plein de trucs très variés. Ouais, est-ce que tu as plutôt un choix de musique qui va t'accompagner par rapport à ce que tu es en train de faire ? Je te prends un exemple tout bête. Moi, je sais que si je suis dans un mode rush, je vais écouter des trucs un peu énervés. Tu vois, qui vont je vais pas écouter un truc calme qui va me zénifier. Quand je fais du pixel art, j'écoute un peu plus de chiptune, peut-être, des trucs qui mettent vraiment dans l'ambiance. Est-ce que tu es aussi comme ça, ou tu as une playlist, il y a des roules et ça va bien ? Ouais, je choisis vraiment selon l'envie du moment. Et parfois, je déroule une playlist, mais je suis DJ en même temps. Quand je travaille, c'est parti, la playlist, focus, on y va. Et n'importe quoi. Bref. Non, mais ça va être le titre de l'épisode, je pense. Clémentine, créatrice et DJ. DJ, c'est ça. Et donc, je fais ça. Et je voulais dire autre chose et j'ai oublié. Mais non, ça m'accompagne bien. Avant, j'avais de la disponibilité mentale pour écouter des choses de type, justement, émissions, podcasts, live, tuto.
parce qu'en fait, j'avais une part exé qui était plus importante dans mes journées. Et alors là, depuis que, franchement, je fais vraiment que de la créa. Alors, il y a des étapes un petit peu exécutives, même dans la créa, on va dire. Mais je n'arrive plus à écouter en proportion autant de blabla. Et plus ça va, plus vraiment... c'est essentiellement musique. Oui. Non, je suis un peu comme toi là-dessus. Je ne peux écouter que des podcasts que quand je ne fais rien d'autre. Genre, dans les transports, par exemple, c'est parfait pour moi. Voilà, c'est parfait. Et c'est dommage parce qu'il y a quelques années, quand je faisais plus d'exé, je pense que je me suis jamais autant cultivée qu'à ce moment-là, parce que je me mettais plein de reportages, plein de podcasts, et je me nourrissais de plein de nouvelles choses. Et là, j'absorbe un peu moins de choses, beaucoup de musique, et je sors beaucoup de créations. Et c'est super, mais des fois, ça peut avoir tendance à me manquer aussi. Non, je comprends la démarche. Ça peut être un vecteur de créativité, en effet. Justement, une question aussi un peu presque bateau, mais on veut tous savoir. Je fonce, je me lance. Je me lance, tu vois, j'ose tout. Quelles sont tes sources d'inspiration, en fait? Est-ce que tu vas être plutôt dans du bouquin, plutôt de la consultation Internet, divers sites, plutôt la musique peut aider? Enfin, voilà, tes sources d'inspiration de manière globale, quand tu te dis, tiens, j'ai besoin de trouver une idée sur telle thématique, tu fais comment? Alors, par rapport en fait, j'ai envie de dissocier, de mettre ça en deux catégories. Je t'en prie. Et par rapport à mon boulot, mon artisanat, et par rapport à l'inspiration et la créativité de manière générale, un peu hors cadre du boulot. Pour le boulot, je dirais que ça découle déjà d'une culture de l'image qui m'a été transmise, justement, enfant, figurative, beaucoup de contes, de livres, jeunesse, d'animation, etc., dans laquelle j'ai baigné. D'accord. Et qui infuse, je pense, beaucoup mon travail aujourd'hui. Et donc, je suis un peu en veille dans ces styles-là, sur Pinterest, dans des bouquins, je vais en librairie, je regarde ce qui se fait, je prends un peu la température, je vois à peu près où mon style se situe, et je fais des adaptations, des aménagements un petit peu dans mon style aussi pour répondre à la demande. Ou aux tendances aussi, peut-être? Un petit peu, en même temps, j'essaie de pas trop regarder non plus pour garder une espèce d'intemporalité. Même si je pense que je m'inscris quand même dans une tendance et dans un style que je vais qualifier, avec tout le respect que j'ai pour ce que je fais, de conventionnel, en jeunesse. Ok. Bon, enfin voilà. Donc, et je le nourris de plein de choses. Mais au niveau inspiration, en fait, tout m'inspire, globalement. Oui, un peu de tout. La musique, mes proches, mon environnement. Je puise énormément d'inspiration de mon environnement et de mes proches. En fait, tout m'intéresse, globalement, artistiquement. Aller voir des performances, des choses plus contemporaines. Par exemple, je suis pas très forte en typo, mais j'ai chez moi des planches de typo que j'aime bien regarder, sans avoir tout le vocabulaire technique. J'ai des livres divers et variés. Franchement, la lumière qu'il peut y avoir dehors. D'accord, non, mais je vois très bien. Petite sortie au marché. Un petit côté photographique comme ça. Ouais, c'est ça. En fait, je suis tout le temps en train de capturer plein de choses, pour et par moi-même, sans forcément penser à ce que je pourrais en faire. Et je me rends compte que ça vient nourrir ma créativité et mon travail d'une manière qui est assez chouette. Et je sais pas si ça répond à ta question. Non, ça répond parfaitement à ma question, mais c'est en effet un point commun également que j'ai remarqué. C'est cette ouverture sur un petit peu tout, parce que tout peut donner de l'inspiration, et je trouve ça passionnant de voir justement les créatifs vers quoi ils vont, plutôt lecture, plutôt autre chose, musique ou quoi. Et non, mais tu réponds parfaitement à ma question, aucun souci. Ce que j'aime bien, c'est découvrir des choses par les rencontres, car c'est avant tout une aventure humaine. N'importe quoi, à nouveau. Non, mais par exemple, quand je rencontre quelqu'un qui fait quelque chose d'un petit peu spécial dans sa vie, ou qui a une façon de vivre, ou je sais pas où va cette phrase, mais j'aime bien essayer les filtres que me donnent les gens de mon entourage. Par exemple, avoir dans mon entourage des amis qui travaillent dans des écoles, en bibliothèque, dans la musique, ou rencontrer quelqu'un qui a telle spécialité, qui s'y connaît en vélo ou en poterie ou je sais pas, ça peut m'arriver dans la vie de me dire ah tiens,
qu'est-ce que verrait cette personne dans tel contexte. Je sais pas, être en brocante et me dire, tiens, peut-être qu'est-ce que verrait cet ami qui aime la poterie. Ouais, d'accord. Et des fois, je me fais des espèces de petits jeux comme ça de perception. Tu fais des associations. Oui. Ouais, ok. Enfin, ça me donne des façons d'explorer les choses un peu marrantes. En fait, tu crées des variantes un peu de vie par rapport à un lieu donné, des personnes, tu mixes un peu. Intéressant. Ouais. Globalement, j'aime bien le jeu et l'échange pour nourrir ma créativité. Et c'est un truc que je réalise vraiment aujourd'hui. C'est une réflexion. Non, mais et justement, le jeu, parce que je crois que tu adores aussi les jeux de société, voire même que tu fais des choses pour des jeux de société, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu là-dessus ? J'aime les jeux. Ouais. Voilà, sachez-le. J'aime jouer à des jeux de société avec mes amis. J'ai pas mal joué aux jeux vidéo quand j'étais ado. Et globalement, le jeu, c'est un état d'esprit. C'est un petit peu dans tout. J'aime les jeux de mots, j'aime les échanges qui soient ludiques, j'aime la fantaisie. Et c'était quoi la question ? Non, mais et donc, au final, je me retrouve à faire beaucoup d'illustrations pour des contenus ludiques, scolaires et tout, c'est probablement pas par hasard. Et effectivement, oui, j'ai travaillé par exemple sur un jeu de société, j'ai déjà fait un jeu de cartes ou des contenus comme ça, ludiques. D'accord. Donc toujours, t'as envie de s'amuser un petit peu d'un peu tout. C'est bien. Ouais, j'aime bien j'aime bien ça. Ok, nickel. Est-ce que tu as déjà, alors je suppose que oui, mais surtout moi j'aimerais connaître ta manière d'y remédier. Est-ce que tu as déjà connu la fameuse page blanche ou alors l'écran vide, enfin maintenant on dit comme on veut, avec aussi bien si tu travailles plutôt papier crayon ou plutôt, on reviendra sur ce point-là après. Est-ce que tu as déjà connu ça et surtout comment tu fais pour y remédier parce que les solutions ne sont pas toujours évidentes. Ouais. Oui, j'ai déjà connu la page blanche. C'était pas joli. C'était blanc. C'était blanc, oui. Non, alors, ça m'arrive dans mon travail, par exemple, si je veux faire une illustration jeunesse, ça peut m'arriver d'avoir une page blanche plus facilement que tout court si je veux créer, je sais pas trop quoi. Enfin, attends, je reprends un petit peu mes esprits. La page blanche, conférence, pourquoi, comment. Maintenant, j'arrive à y remédier assez facilement et je pense même que j'ai plus du tout de problème de page blanche de manière générale parce que je crée aussi sur d'autres médiums et d'autres moyens. Par exemple, si dans mon boulot, il y a un moment, je suis à l'atelier et je suis pas hyper inspirée, je vais me lever, faire un tour, par exemple, et commencer à échanger avec mes collègues. Et puis, très vite, on va délirer. Et au final, on est déjà dans une espèce d'interaction créative qui relance un peu la machine. Ou même carrément, des fois, on va au bout du délire. Ça peut nous arriver de se créer du contenu ou une espèce de scénette ou de se montrer des choses et de un petit peu se retrouver dans une espèce d'ébullition ensemble. Et puis après, je reviens sur mon écran et généralement, il n'y a plus de problème. Ah ouais, non, mais oui, en fait l'échange. C'est pour ça que parfois les freelances, ils connaissent la page blanche, peut-être par ce côté un peu trop. Parfois, on est trop chez soi, trop tout seul, entre guillemets, face à l'écran, face à la page. Donc, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir cette espèce d'émulation que tu peux avoir avec d'autres personnes. Après, des fois, c'est pas le cas, mais je vais solliciter un petit peu. J'ai comme une espèce de petite boîte à outils dans ma tête où je me dis, voilà, selon le problème, je vais mettre en place ce dont j'ai probablement besoin. Même si je ne sais pas exactement quelle va être la solution, je sais par exemple que des fois, il faut que j'aille marcher seul, il faut que j'échange, il faut que je scrolle Pinterest un peu bêtement, il faut que je me lève et que je prenne un bouquin, il faut que j'aille prendre un goûter. Voilà. Mais... En fait, faut que je pense souvent, c'est qu'il faut se réalimenter, tout court. Physiquement ou psychiquement, ou je ne sais pas. Il faut se redonner un petit peu de matière pour pouvoir la transformer. Souvent, c'est des moments où je me sens un peu... je me rends compte tarie, soit en termes d'énergie, ou soit il n'y a pas assez de matière, et je pars faire une petite moisson, quoi. D'accord. Ah, intéressant. Intéressant cette idée d'alimentation, j'aime beaucoup. On va se faire un petit truc que j'ai fait avec les autres invités. Je vais te proposer 2 solutions, tu vas juste me répondre l'un ou l'autre. Tu vois. Donc, par exemple, si je te dis thé ou café. Là, tout de suite, café. Tout de suite, café. Carnet, crayon ou tablette? Ça dépend entre... Je suis croyante
pour le carnet, pratiquante pour la tablette. Ça va, je prends. Non, j'ai les deux en fait. J'aime les deux. Je reviens au carnet maintenant un peu plus qu'avant, mais plus comme un espace libre où j'ai décidé de faire n'importe quoi et je mets pas la pression des fois que j'ai. En fait, quand je suis en digital, je fais des choses assez calibrées, pro, et maintenant j'ai des carnets où, déstructurés, même des fois je retourne, j'écris à l'envers, et puis c'est des espèces de dépôts. En fait, ce qui fait du bien avec un carnet, généralement je dessine pas tant. Au quotidien, j'ai un carnet dans lequel j'écris beaucoup des idées, des mots quand je suis au téléphone. Et la vertu de l'écriture papier, je sais pas, même c'est intéressant de se voir faire des ratures, écrire une idée et de voir une rature et au final, après, on peut lire la phrase finie, mais la rature, ce qu'on a rayé, fait partie du processus et fait partie de l'idée quand même et donne à voir quelque chose que des fois on voit pas quand on est en train de taper. Et que c'était peut-être pas finalement une si mauvaise idée. C'est pour ça que quand on rature, si on peut laisser une certaine lisibilité, c'est intéressant pour y revenir. Ouais. Et ça, je trouve que c'est bien de revenir à des outils qui permettent de retrouver des imperfections. Parce qu'en fait, elles sont aussi nourricières et au final, ça me donne envie là tout de suite de justement peut-être de prendre de mettre toutes mes ratures quelque part, de faire un fichier de ratures. Ça pourrait être marrant. Il peut en sortir des très bonnes idées. Non, mais très bien. Est-ce que tu es plutôt type de rendu aquarelle ou plutôt peinture à l'huile? Qu'est-ce qui te... Plutôt aquarelle. Ouais. Oui. Moi, je suis team aquarelle aussi. Oui, ce que je trouve sympa avec l'aquarelle, c'est qu'en fait, on peint avec un élément, on peint avec c'est de l'eau, quoi. Dans laquelle il y a des pigments, donc on peut jouer avec ça, et il y a peut-être justement une possibilité d'accident qui est peut-être plus importante. Oui, qui est plus intéressante. Moi, j'aime bien ce côté aussi diffusion. Tu sais pas comment ça va se diffuser, parce que selon comment les pigments vont aller dans le liquide, peut donner des choses hyper intéressantes. Faire un petit tour de magie, quoi. Exactement, c'est exactement ça. T'es plutôt Mac ou PC? J'ai eu un Mac pendant longtemps. Aujourd'hui, j'ai un PC. Le Mac, c'était très confortable. Là, le PC, il faut que je fasse une maintenance. Voilà, j'ai plus d'espace. Mais non, j'ai un bon PC qui marche bien, très bien. Une bonne petite machine. Voilà. Ok, parfait. T'es plutôt chat ou chien? Ou rien? Ou poisson rouge, même si tu veux. Hein. Ça me va. Lapin nain? Non, je rigole. Tu peux. Écoute, chat, j'ai envie de dire. Mais au fur et à mesure, il y a des chiens quand même à l'atelier, en fait. Donc, pour contenter les chiens que je connais, je vais dire chien. Oui, il y a un Boston terrier et une espèce de berger australien à l'atelier, et qui sont habillés tous les deux en noir et blanc. Ah, il y a aussi un petit shih tzu. Je veux dire chien parce qu'il y a des chiens à l'atelier. Voilà. Ok, pas de problème. Tous mes potos, les chiens. Est-ce que tu es plutôt team organisé ou team bazar? Bordel organisé. Ouais. Oui. En fait, j'ai besoin d'avoir autour de moi, je me rends compte, une espèce de un environnement fertile. Donc, où il y a des choses. Ouais. J'aime pas quand c'est trop bordélique et je suis pas trop matérialiste, je pense, mais je suis pas angoissée du tout par un petit foutoir réconfortant. Ouais. Non, il y a un petit côté où on peut presque se lever un peu dedans. On a nos marques, marques dans le bazar. Oui, mais en même temps, des fois, je me saoule. Je me dis, mais punaise, avec l'expérience dans la vie et professionnellement, n'est-il pas temps de mettre en action des outils juste simples, par exemple? Il y a des trucs que je fais de manière quand même vraiment... je fais des détours pour rien parfois et ça me saoule, mais bon, des fois je vois ça avec une sorte de distance, où je vois comme des petits nœuds psychologiques, des petits endroits où ça grippe, mais on peut pas être sur tous les fronts. Non. C'est pas grave, ça va s'arranger. Exactement, c'est Clémentine la philosophe. c'est très intéressant. Et plutôt, alors attention, cruelle question pour toi, jeu de société ou jeu vidéo? Jeu de société. Ok. Ouais. Globalement, le mot société, c'est quelque chose qui m'intéresse dans la vie. J'aime les gens, être avec les gens. Et après, les jeux vidéo, on peut jouer avec les gens. Hein, mais jeux vidéo, en fait, ce que je trouve génial, c'est que c'est vraiment un art qui est hyper complet. Et des fois,
c'est assez méprisé, mais plutôt que de regarder un film, un jeu vidéo, c'est un peu un film dont on est le héros. On peut ressentir plein d'émotions, se laisser embarquer dans des histoires géniales. Mais il y a quelques années, je me suis vue glisser dans une espèce de phase de geekerie intense et je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Être devant les écrans, geeker Civilization 5, 60 heures par semaine, ou je sais pas, en tout cas, depuis je joue plus vraiment. Je suis en veille un petit peu de ce qui se fait, j'aime bien faire une petite partie comme ça. Oui, ça reste un art qui peut donner de l'inspiration au même titre que des films. Ouais, c'est des questions de phase. Enfin, je sais que j'y reviendrai parce que ça me plaît, mais globalement, jeu de société, là, ouais, c'est un peu, ça me dit bien. D'accord. Et d'ailleurs, à propos des jeux vidéo, donc tu donnes également des cours ? Oui. Tu donnes des cours de quoi ? Dis-moi tout. Alors, je donne des cours de spécialité. Je donne des cours de couleur, principalement. C'est un peu ma spécialité. Ok. Donc, couleur, théorie de la couleur et couleur à usage narratif, en gros, pour des étudiants en game art ou en animation. Et puis, j'ai donné aussi des cours d'illustrator pendant un moment. Petite spécialité technique, mais orientée aussi vers l'image narrative. D'accord. Et puis, je donne aussi un peu des cours de plein de choses selon la demande. J'ai déjà donné des cours de culture générale. Culture générale. T'imagines, on me demande ça ? Tu fais quoi ? Franchement, je serais bien embêté. Je sais pas. En tout cas, on m'a demandé ça. J'ai déjà donné des cours aussi. Je donne des cours de Cara Design, des étudiants en motion design. Voilà. Je fais pas d'animation, je fais pas de jeux vidéo, je fais pas de motion design, mais il y a des sujets qui sont transversaux et à chaque fois, je sollicite mes directeurs et mes directrices pédagogiques pour donner le contenu qui soit le plus pertinent possible. Et j'hésite pas à dire je sais pas ou peux-tu me donner de la matière et voilà, c'est un échange. Un petit peu à 3 étages, entre moi et 2 étages, moi et mes directeurs, directrices, et avec les étudiants. D'accord, ok. Ouais, donc en effet, tu fais énormément de choses dans des domaines, malgré tout, bien sûr créatifs, mais variés. Oui. Donc je pense que j'en ai... Toujours ce besoin d'ouverture sur un... J'ai l'impression que tu as un ensemble de fenêtres devant toi et que tu peux... C'est super parce que tu peux en ouvrir celle que tu veux, un peu quand tu veux. Donc c'est vraiment... Aujourd'hui, c'est ça. En fait, pendant un bon moment, j'avais un peu une sorte de complexe de pas avoir un style fort ou j'avais tendance à admirer des artistes qui avaient une patte, on voit ce qu'ils font, on se dit ouais c'est eux et puis finalement leur œuvre est une déclinaison et un approfondissement de leur voix artistique et voilà. Et moi en fait maintenant je suis en paix complètement avec ça. J'ai compris que en fait je me sens un petit peu comme une chercheuse, je suis tout le temps en train de chercher. Du coup je passe tellement mon temps à chercher que je finis par trouver des trucs. À force de chercher un voilà, c'est un classique. Exactement. Et donc, au début, pour entrer justement dans le milieu de l'édition jeunesse, j'avais fait un book tout bien formaté selon les attentes, et c'est là que ça m'avait ouvert ses portes. Mais aujourd'hui, comme j'ai plus trop... Il y a des choses où j'ai plus trop besoin de le prouver, ou si on fait appel à moi maintenant, j'ai envie que ce soit aussi pour ma façon d'être et de faire professionnellement. Donc je me censure plus trop. Je fais un peu tout et n'importe quoi. Et c'est... Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est nourrissant. Peut-être que je vais me calmer aussi à un moment. Mais pour l'instant, j'ai quand même globalement vraiment plein d'envie. Et ouais, il y a plein de fenêtres que j'ai envie d'explorer. D'accord. Ouais. Et après, en même temps, on ne peut pas tout faire. J'ai appris à dire non. Enfin, j'apprends à dire non. Des fois, je dis non à des trucs. Et puis, je laisse passer des opportunités. Mais toutes les opportunités ne sont pas forcément des questions auxquelles il faut répondre. Je laisse passer des trucs et puis je les refile, généralement. Le boulot autour de moi. Le truc. Oui. Bon, c'est sympa, ça fait du boulot pour les autres, si tu peux... D'accord. Ouais. Non, mais je comprends cet esprit d'ouverture. Justement, est-ce que tu penses que tu as déjà connu, ou est-ce que peut-être tu connais encore ce fameux syndrome de l'imposteur ? Alors, je la pose à tout le monde, cette question, parce que je pense que... Enfin, moi, en tout cas, je l'ai eu, beaucoup l'ont eu, de mes invités aussi. Du coup, est-ce que tu l'as connu ? T'es encore dedans, peut-être ? Pourquoi ? Comment ? Ouais, on en parle beaucoup. Oui. Mais je suis un peu gênée en fait par le syndrome de l'imposteur, parce qu'on dirait vraiment une affection médicale, quoi.
C'est pas faux. Le syndrome de l'imposteur, quoi. Ouais. Je trouve que c'est lourd. En fait, j'ai l'impression que le syndrome de l'imposteur, il cache plusieurs choses. Soit des fois une envie de bien faire démesurée, un perfectionnisme mal placé, le fait que les gens n'ont pas le niveau aussi, simplement. Des fois, on le sait. Oui. Voilà, techniquement. En fait, il y a plusieurs réalités derrière, une espèce de manque de certitude de fond. En fait, je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont derrière ça, et que moi, je parle plus de syndrome de l'imposteur du tout. En fait, je vais un petit peu nommer la nuance de Oui, ce que d'accord. c'est. Dire, voilà, là, sur ce coup-là, je sais pas si je suis légitime parce que on me demande de donner un cours sur tel sujet, mais en fait, j'ai jamais fait ça. Ouais, c'est Voilà. parce que tu as réussi à identifier Oui. aussi. C'est vrai que ça englobe plusieurs choses, mais toi, tu as réussi à scinder, à siloter le truc. Ouais, et c'est ça. c'est ce que beaucoup n'arrivent pas forcément Oui. à faire. Oui. C'est pas évident. Hein. Ouais, mais des fois, en fait, faut justement, pour faire de la créa un petit peu sur le long terme, je me rends compte qu'il faut vraiment. Je parle pour moi, mais se connaître, travailler sur soi, parce que c'est un vrai miroir, en fait, au quotidien, Ouais, de clairement. comment on se sent, comment on est. Donc, parfois, il faut mettre les mains dans le cambouis et aller voir. En fait, qu'est-ce qui. C'est un symptôme de quoi? Oui. Souvent, c'est un symptôme de. Je sais pas, parfois, j'ai un manque de confiance aussi, tout simplement. Et à quoi c'est dû? Je sais pas, à un contexte personnel, c'est dû à quelque chose que j'ai mal fait. Enfin, voilà, pour le syndrome de l'imposteur, c'est un peu ça mon diagnostic. Donc, je l'ai plus trop, j'ai plus de syndrome de l'imposteur, mais parfois, j'ai ces différentes nuances. Par exemple, ces derniers temps, j'étais un petit peu en vraie crise créative, justement, à me poser des questions sur la valeur de ce que je faisais, qu'est-ce que ça apporte au monde, qu'est-ce que ça change au monde. Et voilà, ça arrive. Ça arrive à des moments, généralement, qu'on ne prévoit pas. Je me pose, je réfléchis, je travaille, je me laisse de l'espace pour y penser. J'écris ce que je pense. Ouais. Je reviens dessus 3 jours plus tard, je regarde si ça sonne toujours juste. Toujours ce rapport à l'écriture qui est important chez toi. Plus maintenant Ouais. qu'avant, mais je me rends compte que c'est vraiment... maintenant, ça peut devenir un besoin de mettre à plat les choses, parce que je me rends compte à l'écrit que parfois on se reformule, et quand on relit, il y a des choses qui nous apparaissent. Enfin, moi, des fois, ça me saute aux yeux. Je me dis, ça, clairement, c'est l'histoire que je me raconte. Ça, c'est la vérité. Ça dépend. Ça dépend. Ça, c'est ma vérité aujourd'hui. Et ça permet de faire des témoins. Comme ça. Ok. Ouais. Très bien. Et est-ce qu'il y a... Moi, je sais que... est-ce que tu te souviens, en fait, tout simplement, la première fois où tu te sens... Pardon. Non, mais non, pas de problème. Oui, je me souviens. Tu te souviens. Mais alors, quelle première fois? La première fois où tu t'es senti reconnue comme étant une artiste ou créative. C'est vrai que souvent, on a un moment comme ça. Je pense à mon premier invité, Nicolas, que j'avais interrogé là-dessus. Et lui, il se souvient très bien d'un moment précis où il a été interviewé comme étant un créatif qui faisait du pixel art. Du coup, il s'est dit là, ouais, en fait, je suis reconnu comme tel. Est-ce que tu te souviens ou pas du tout? Ou est-ce que peut-être tu ne veux pas te souvenir parce que c'était quelque chose de... Je préfère pas en parler. Tu préfères pas. C'est trop dur pour toi, je comprends. Non, mais écoute, si tu ne veux pas... En fait, il y a plusieurs... c'est un parcours, donc il n'y a pas... il n'y a pas eu un moment... Non, il n'y a pas un moment de déclic, mais il y en a plusieurs, par contre. D'accord. Il y a plusieurs choses où je me rends compte que ça a eu un... Il y a un avant-après. En fait, je vois ça un petit peu comme une sorte d'escalier. Donc, il y a eu des moments un petit peu marchepied comme ça. Par exemple, quand j'étais étudiante, j'ai gagné un concours étudiant où j'ai eu une œuvre sur le 59 Rivoli. Bon, c'est monstrueux. C'est clair que ça donne un petit peu de crédibilité. Et c'est pas tant... Moi, par exemple, je réalisais pas vraiment ce que ça pouvait... j'intellectualisais pas spécialement la chose ou quoi, mais je vois, par exemple, que y a des gens qui ont commencé à bosser avec moi et qui se référaient à ça. Et je me disais, ça, visiblement, ça me donne du crédit. Et puis ensuite, il y a eu le fait de gagner de l'argent avec son travail aussi. C'est vrai que ça donne... d'un coup, on se dit que ce qu'on fait, c'est pas pour rien, c'est une sorte de valeur et tout. Puis, il y a tout un moment où je me suis mis une sorte de pression... Non, pas de pression, mais à associer une sorte de valeur à ce que je faisais. Chose que maintenant, je déconstruis complètement. Ou à côté... à côté... Dans ma vie, je crée tout le temps.
décorrélés justement des sous-sous. Et là, par exemple, s'expriment des choses qui sont reconnues autour de moi par mes proches, ne serait-ce que ça, et qui me valident un petit peu dans ma façon de faire et d'être. Et ça, par exemple, dernièrement, je pense que c'est le plus gros... je pense que c'est mon plus gros changement créatif. C'est peut-être... j'ai une espèce de... J'arrive à formuler le fait que créer est une nécessité vitale. Oui. En dehors du fait que ce soit mon travail. Je veux dire, demain, je serai sur une île déserte, toute seule. J'ai mon petit bagage perso et je ferai des trucs, en fait, de toute façon. Oui, mais c'est un besoin. En fait, c'est aussi ce que j'essaye de transmettre et ce que j'adore chez mes invités, c'est qu'ils arrivent toujours à m'exprimer d'une manière différente ce besoin vraiment de créer constamment, moi y compris. Mais voilà, c'est vrai que c'est hyper important, ça fait partie de nos vies et on en a besoin, ne serait-ce que griffonner au téléphone, ne serait-ce que, enfin, tu vois, moi par exemple, c'est vrai que moi le soir, je fais beaucoup de création aussi le soir. Donc j'ai ma journée, mais le soir, je rentre chez moi et il faut que je fasse un peu de créa. Souvent, pas tout le temps, hein, bien sûr, mais souvent c'est. Je te comprends, te rejoins. Ouais, ça fait du bien. Et moi j'en fais moins toute la journée. Ouais, mais c'est un état. Enfin, je sais pas. C'est ça. En fait, c'est un état de. Déjà, c'est un regard, je pense, sur les choses. Et des fois, les phases les plus créatives sont pas forcément les plus prolifiques. Il y a des moments où dans la tête, je sais pas, il se passe plein de choses. Moi, ça m'arrive d'être dans des phases des fois plus ou moins prolongées où je sens qu'il y a un truc qui se passe, comme soit un blocage, soit ça circule. Et d'un coup, comme ça peut, sans prévenir, être un dimanche après-midi, il y a une espèce d'alignement des planètes dans la tête et bim, une maxi-idée. Exactement. Et du coup, ça justifie l'espèce d'état de gestation mentale en fait, qui se passait toutes les semaines. On comprend mieux ensuite, exactement. Le temps que ça s'aligne, quoi, c'est ça. C'est ça. Tu parlais tout à l'heure de ton œuvre qui a été pour 59 Rivoli, en effet énorme, ça a dû te donner des opportunités. Et justement, j'ai cru voir que récemment à Montreuil, j'avoue que j'étais très impressionné. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller le voir. Il y a genre une énorme fresque que tu as. Je me cache derrière le micro. Que tu as réalisé. Non, ne te cache pas, c'est juste magnifique. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ce projet, ou est-ce que c'est toi qui as fait le truc grandeur nature? Est-ce que ça comment ça s'est passé? Parce que je trouve ça passionnant et je trouve ça très impressionnant. Et puis, avant tout, bravo. Merci beaucoup et merci de m'inviter à parler de ce projet aussi. En fait, donc, comme je travaille beaucoup dans l'édition et que je réponds beaucoup à des commandes, je ressens la nécessité de sortir un petit peu de ce cadre-là et de mettre mon style jeunesse au service de choses artistiques ou qui sortent du cadre du livre et qui vont à la rencontre, je sais pas, à la rencontre, 3 petits points, phrases à remplir, ça pourrait être de n'importe quoi, des gens, de l'espace, bon. Et donc, ça m'arrive de regarder un peu des appels d'offres, des appels à résidence, en me disant, tiens, qu'est-ce qui pourrait être attendu? Est-ce que ça pourrait pas intéresser quelqu'un que je connais, voilà, ou moi? Et donc, il y a cet endroit à Montreuil, à Croix-de-Chavaux, qui est assez connu et passant, où il y a une œuvre qui donne donc pignon sur rue, c'est comme ça que ça s'appelle, qui fait 6 mètres, et qui je sais plus tous les combien de mois, mais il y a une nouvelle œuvre qui est mise en place. Souvent, il y a de la photo, il y a des... Enfin, et c'est génial, en fait, parce que ça nous donne à voir des œuvres... ça rentre en dialogue aussi avec l'environnement urbain. Je trouve ça... Enfin, je trouve ça super. Bon, en tout cas, en tant que public et que montreuilloise, ça fait des années qu'à chaque fois, je passe devant et je me dis « Ah, c'est cool !» Et il y a quelques mois, donc je regarde un petit peu les critères de sélection, parce qu'il relance un appel d'offres pour 3 ans. Ouais. Et donc, il y a plusieurs artistes qui s'alterneraient sur 6 mois. Et je regarde l'appel d'offres et je vois qu'il y a écrit nulle part que c'était spécialement de la photo ou quoi. Et du coup, je me dis, bah tiens, je pourrais proposer une illustration jeunesse. Et à ce moment-là, je me dis que j'ai envie de proposer quelque chose enfin, dans ma note d'intention, je vais reprendre mes mots, qui ramène la ville à hauteur d'enfant et qui invite tout à chacun à se raconter des histoires et de ramener une espèce de la couleur dans la ville. Je voulais affirmer un truc super
presque un peu bourrin en termes de fraîcheur et de couleur. Il y a un côté un peu gratos où c'est des animaux dans la jungle. Pour vous faire une audio-description, il y a un tigre. Oui. L'œuvre, elle s'appelle Bonjour Tigre, d'ailleurs. Il y a des toucans qui volent, il y a un piranha, il y a des grenouilles. Enfin, bon, voilà, c'est une scène de jungle assez joyeuse et bigarrée. Et donc, j'avais envoyé le dossier. Et donc, j'ai remporté l'appel d'offres. Et donc, depuis mi-septembre 2024, il y a cette œuvre qui est en place pour 6 mois. Et pour moi, c'est vraiment, je pense que c'est ma plus grande joie professionnelle. Ouais. Parce qu'en fait, ça réunit plein de choses qui comptent et que j'aime aujourd'hui. Donc, l'illustration jeunesse, ma ville, le fait de pouvoir m'adresser à des gens que je connais. Enfin, j'adore recevoir un message de mes amis qui passent dans le quartier et qui me disent « Ah, trop chou, merci, je suis trop contente de passer devant ton tigre qui m'accueille quand je passe par là. » Ou des messages de parents. Je reçois des messages de parents, mais franchement, ça me tue. Hein. Qui me disent ma fille adore, elle passe... Enfin, ouais, juste ça, c'est trop bien. C'est trop bien, Ouais. C'est génial. Voilà, donc vraiment j'en profite, je goûte un petit peu ça. Et puis surtout, ça a été une occasion incroyable de réunir pour une espèce d'inauguration des gens de ma vie qui viennent un petit peu de tous les horizons. Ouais. Et ça, faut le dire, mais dans la vie, même pour son mariage ou son anniversaire, on n'invite pas la terre entière. Ou des gens, je sais pas, des commerçants du quartier, ses parents, des amis, bref, des amis d'amis. Et donc il y avait cette équipe-là qui était là. Et ouais, trop bien. Excellent. Ouais. Mais ouais, moi j'ai suivi. Alors évidemment, je mettrai dans les notes de l'émission les liens vers tous les réseaux pour suivre Clémentine, son travail et ses créations. Et c'est juste impressionnant. D'ailleurs, je pense que en repartant, peut-être bien que j'irai faire un saut pour passer devant. Avec plaisir, et je vais même te donner un sticker en édition limitée que j'ai fait pour... J'ai dilapidé la dotation qu'il y a eu avec l'appel d'offres là, pour faire des stickers rincés, profiter. Voilà. Bah, trop bien. Ah, bah, écoute, merci. Bon, bah, je vais avoir un super sticker. J'espère que je vais faire plein de jaloux et ce sera mérité. Bah, oui, en tout cas, elle est en place pendant 6 mois, donc jusqu'en février 2025. Ah, c'est super. C'est dingo. Bah, super projet, super réalisation. Et non, mais ça fait plaisir. Voilà, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Est-ce que tu aurais... Alors, avant de passer à ça, parce que j'avais une autre question avant. Évidemment, en ce moment, comme beaucoup, tu entends parler de l'IA générative. Hein ? Qu'est-ce à dire ? Qu'est-ce que c'est ? Qui me parle ? Est-ce que tu as un avis sur le sujet ? Il peut être tout oui, tout non, un mix. Comment tu la considères ? Et est-ce que tu penses que ça peut nuire à ton travail, t'aider dans ton travail en tant qu'illustratrice jeunesse ? Qu'est-ce qui... Ouais, c'est un gros sujet. Ouais. Dans les outils, en fait, bon, il y a un truc un peu magique, ça c'est clair. Je trouve ça dingue, vraiment, en termes d'évolution. Waouh, enfin, je pensais pas que je vivrais dans cet épisode de science-fiction. Ouais. Voilà, et c'est très réel, et c'est aujourd'hui, et c'est fou. Dans des outils, quand on est créatif, y a des trucs que je trouve vraiment, en termes d'usage, pour venir être au service d'une idée que je trouve super. Par exemple, j'utilise des fonctions dans lesquelles il y a de l'IA, comme ça m'est déjà arrivé d'utiliser la recolorisation dans Illustrator, ou des choses comme ça. Et ça, je veux dire, c'est très pratique et c'est bien. Mais à part ça, je pense qu'il y a une nécessité, avant de pouvoir dire si c'est bien ou pas, de légiférer sur la chose et d'émettre un petit peu... en fait, de penser en termes de société, c'est quoi le plan là ? C'est quoi le projet ? C'est de faire plus rapide, moins qualitatif, du fast-food, des choses qui sont moins incarnées, moins humaines et des fois basées sur du vol. En tout cas, je pense fort. Je pense qu'il y a un truc, une espèce de discussion de fond à avoir et se dire, là, il y a une espèce quand même de tendance à prendre des décisions pour la société qui sont très court-termistes et après moi la fin du monde. Et je pense que ça vaut le coup de se poser et d'en parler. Ouais. Et après seulement, peut-être, j'arriverai à m'en réjouir. Mais je vois bien des usages qui sont très positifs et tout, mais il n'y a même pas que dans l'image. Je sais qu'il y a de l'IA dans plein de... Oui, dans plein de domaines maintenant. De secteurs.
il y a des usages super, mais je pense qu'il faut peut-être parler de ça avant. Et le point pour moi que je trouve vraiment très négatif, c'est, je pense, peut-être pour les plus jeunes ou pour des personnes qui ont, là je vais parler pour l'image, une éducation, en fait, qui vont manger ce genre d'image, là pour parler d'image faite par IA, sans savoir d'où ça vient, sans avoir les clés pour savoir ce qu'il y a derrière en termes de référence et tout. Ça pourrait avoir tendance à appauvrir un petit peu l'appauvrir. Point. Bon, mais après, je suis avec attention les nouveautés, les mises à jour, et je suis déjà venue à des conférences aussi qui exposaient des nouveautés sur des logiciels avec de l'IA dedans, et j'ai vu des trucs que j'ai trouvé dingues. En photo, il y a des trucs trop bien. Et voilà, pour nous, en tant que créa, il y a un potentiel qui est génial. Mais en tant que professionnelle, par exemple, illustratrice, il y a 1 an, on m'a contactée pour me proposer de reprendre un personnage de licence en utilisant des images qui auraient été faites par IA. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas, dans mon secteur, aussi vite, à me retrouver dans cette situation. Et j'avais répondu à la personne qui m'avait sollicité, « Écoute, aujourd'hui, je vais dire non. Peut-être que dans quelques années, pour une raison ou une autre, je ne sais pas où on en sera. Mais à ce stade-là, c'était pas possible. » Voilà, après, à voir comment ça évolue, mais c'est aujourd'hui, en automne 2024, c'est mon avis. Non, mais très bien, très bien. En effet, les avis sont souvent partagés. Est-ce que ça doit se contenter d'être des aides à l'outil, des aides pour aussi... d'ailleurs, c'est un outil. C'est un outil, oui. Et puis c'est un outil. Tu sais que j'ai un côté assez geek aussi, en termes de logiciels et tout, pour des fois avoir un petit côté genre trop bien, regarder des fonctions et me dire waouh, trop bien, c'est super, et voir le potentiel technique, tout ce que ça repousse, le fait que c'est le voir comme un outil génial, vraiment. Mais voilà, il y a ces deux aspects, outil génial. Et mais c'est quoi le plan? On en est au début, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'effervescence. En effet, peut-être qu'après, avec le temps, avec certaines... En effet, si on légifère un peu dessus... d'autant que ça va si vite que pour pouvoir tirer le potentiel en fait, de la chose, ça vaut le coup peut-être d'en parler à différents niveaux. Oui. Et je pense qu'en effet, voilà, par rapport aux jeunes, il faut aussi faut de l'information, il faut tout un tas de choses, mais... On pourra en reparler dans quelques temps, du coup. Oui, on fera update. Voilà, on fera un petit podcast update, pourquoi pas. J'ai envie aussi du coup, maintenant, tu as quelques années de professionnalisme dans ton domaine. Et aujourd'hui, un jeune qui veut se lancer dans l'illustration pour enfants, par exemple, si tu avais quelques conseils, 1, 2, 10 conseils à lui donner, ce seraient lesquels? Alors, ne commence pas par me dire ne fais jamais ce métier, c'est trop dur. Ce n'est pas un vrai conseil. Mais voilà, j'ai envie aussi que je pense que nous, on a tous notre expérience en tant que créatif, et à un moment, on a des choses à transmettre, et y compris des bons conseils, c'est toujours pas mal. Donc, quels seraient-ils? Alors, j'en ai plein. Beaucoup. Je commence par quoi? Alors, tu sais quoi, on va dire, donne-moi-en les 3 principaux conseils que tu donnerais. Ok, bien. Alors, déjà, de prendre en compte son bagage personnel et sa vie. En fait, de manière générale, je sais pas, on peut avoir un problème de santé, des besoins financiers, certaines choses de base qu'il faut prendre en compte pour faire des bons choix, savoir par quel chemin se lancer, parce que j'ai pas envie de pousser... En fait, j'ai envie de motiver des gens à faire ça et de prendre le risque de le faire, parce que pourquoi vivre autrement que d'essayer de poursuivre ses passions, mais je veux pas que des gens se mettent en danger. Par exemple, moi, quand je me suis lancée, vraiment, j'avais des conditions financières qui n'étaient pas propices, et j'ai toujours fait en sorte, pendant un moment, d'avoir un à côté, en lien avec le dessin ou quoi, mais de quoi me sécuriser pour relâcher la pression de survie reliée à la créa. Commencer et avoir survie et créa, alors que à plein de niveaux, artistiquement, j'étais pas assez affirmée, et tout, c'est juste trop dur. Donc peut-être de prendre ça en compte, et pour démarrer. 2,
travailler. Oui, non, mais... Voilà, parce qu'il y a aussi, il y en a plein qui veulent se lancer, mais il y a des choses à apprendre. Par exemple, dans l'édition jeunesse, c'est vrai que il y a il y a des contraintes techniques, il y a des choses peut-être à savoir. Il suffit pas. Je vois bien maintenant que ça. Si je regarde rétrospectivement et que je me demande pourquoi ça a fonctionné, clairement, ce que je fais, c'est bien. Je pense que techniquement, c'est bien, ça fait le taf et tout, mais il y a des gens bien meilleurs que moi. Alors, et notamment quand je me suis lancée, vraiment, quand je regarde en arrière, je me dis, joli pari que de m'avoir confié ces projets, vu la qualité. Je dis ça, je suis mauvaise, là, c'est pas vrai. Mais en tout cas, par rapport à d'autres choses que je trouve extrêmement qualitatives, des gens très, très talentueux, ça veut dire qu'il y a d'autres choses, en fait, qui sont engagées. Ouais. Il y a aussi simplement il y a le comportement. Le fait d'être pro, ça passe aussi beaucoup par une attitude professionnelle, par un truc qui m'a beaucoup servi et qui me sert vraiment là en tant que pro tous les jours, et je sais que c'est aussi peut-être pour ça qu'on m'appelle, c'est le soin dans les échanges, le fait de ne pas en faire trop, de s'intéresser aux gens pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils font, garder une distance, et en fait juste ramener les choses un petit peu au réel et je sais pas, échanger. Je sais pas si je suis claire, mais d'échanger vraiment avec les gens avec qui on travaille, et d'entretenir les liens, d'avoir des discussions, de savoir s'exposer quand on sait pas, de pas prendre le client comme quelqu'un qui veut forcément nous entuber, même si des fois c'est le cas, affirmer aussi des choses, s'intéresser sur ses droits. Là j'ai mis ça. Mais cette liste est vraiment bordélique. Non, mais c'est pas grave. On a parlé tout à l'heure du bordel organisé, mais ça me va très bien. Sur cet aspect-là, de dire aussi que on apprend assez vite quels sont nos devoirs, mais chose que je regrette aujourd'hui, c'est que j'aurais dû m'intéresser à mes droits aussi plus tôt. En fait, de mettre tout ça à plat et en fonction de son bagage, son passif et... Est-ce que ça répond à ta question ? Ah bah oui, très bien. Et je pense qu'en effet, il y a plein de bonnes choses là-dedans. Oui, et puis il y a plein d'autres choses que j'ai envie de dire, mais c'est... En plus, c'est marrant parce que quand je donne cours, souvent, je fais des espèces de digressions où je passe un quart d'heure à blablater, à dire... à essayer de donner tous mes conseils. Ouais. Et là, d'un coup, je suis moins inspirée, mais bon, j'ai déjà pu dire certaines choses qui me semblent importantes. Oui, clairement. Et puis, en fait, juste, aimer avoir... oui, voilà, ça m'arrive des fois d'avoir des phrases comme ça qui vont nulle part. Voilà. Bien, parfois, dans ma tête, ça va vite, ça sort, la phrase se finit pas. Et on les prend comme tel, il n'y a pas de souci. Et on va arriver bientôt sur la fin. J'aurais une petite dernière question. Est-ce que tu aurais des recommandations d'artistes que tu affectionnes particulièrement ? Alors attention, pas forcément contemporain. Ça peut être dire, allez voir tel peintre du 18e, c'est magnifique ce qu'il fait. Voilà. Si tu avais quelques recommandations, tout domaine confondu, d'artistes vraiment qui te font vibrer artistiquement parlant. Ok, alors il y a beaucoup de choses. Je dirais que là, j'ai envie de parler peut-être des deux choses qui me font vibrer aujourd'hui, là, tout de suite. Donc, il y a une semaine, 10 jours, là, je suis allée au centre Wallonie-Bruxelles voir plusieurs heures de performance. Et j'ai adoré faire ça. Parce que l'art performatif, c'est du live. J'aime bien maintenant les arts où les gens s'exposent physiquement, en tant que public, ou personnellement ça me touche, ça me parle, et je recherche un petit peu ce type d'expérience. D'accord. Donc c'était super, j'ai adoré. Et puis là, sinon, je lis un livre de Clémentine Mélois qui s'appelle « Alors c'est bien », où elle parle de la mort de son père sculpteur, et comment avec sa famille ils ont fait le sujet de la mort de son père, avant, après, le fait qu'ils en ont fait une sorte de fête, et c'est vraiment génial. En fait, c'est génial, juste ce bouquin. J'adore. Je suis aux 2/3. C'est pas déprimant pour autant. Je ressens plein de choses en le lisant. Elle,
c'est beau à lire, ça parle d'art, ça parle de famille, ça parle justement d'inspiration. Je trouve que ça parle de créativité, hein, d'ailleurs. J'en prends note. Ouais, et puis à l'échelle d'une vie aussi. C'est chouette d'avoir accès à ce genre de témoignages où elle donne accès à la voix de son père et elle raconte voilà, plein de choses. Moi, j'en parle pas très bien là, mais je le recommande, il est super. Non, si, t'en parles très bien, ça donne envie. Je vais d'ailleurs aller de ce pas voir un petit peu ce qu'il en est, je pense, du côté de ce livre, ça m'intéresse beaucoup. Écoute, moi j'ai envie d'abord de te dire déjà merci. Merci d'avoir accepté, merci de nous avoir dévoilé plein de choses. J'espère que tes paroles trouveront écho, que cet épisode plaira à toutes celles et tous ceux qui vont l'écouter. Et puis, n'hésite surtout pas, si tu veux faire une deuxième intervention pour nous redire plein de choses que tu avais en tête et qui manquaient, tu me contactes et on se fera ça avec grand plaisir. Ah c'est super. Merci beaucoup merci à toi. C'est trop cool. Avant ce genre d'interview, je savais pas ce que j'allais raconter. Là, je sais même pas ce que j'ai raconté. Mais la possibilité d'avoir un endroit où on dépose justement sa pensée à un instant T, que j'assumerai peut-être ou pas plus tard, c'est pas grave. C'est un peu comme le carnet, sauf que c'est à l'audio. Exactement. Je trouve que ça, c'est riche et voilà, si ça peut aider ou pas, ou juste divertir. C'est le but. Et avec grand plaisir. Merci à toi, vraiment. Merci trop beaucoup. contente. Merci. Ça m'a fait très plaisir de parler de tout ça. Avec plaisir. Salut. Salut.